Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Stéphane. J'espère que vous allez bien. Un autre chapeau au matin, je m'en suis acheté deux parce que ça, ils disent que c'est les chapeaux d'été. Beaucoup moins épais, plus légers, avec l'aération, tout, tu sais, ça c'est le full kit, air climatisé inclus. Non, sérieusement, j'ai remis un chapeau de cowboy parce que il y a deux choses. La première, j'ai eu Alex Rochon hier, qui me dit Steph, t'as pas besoin d'un chapeau de cowboy, on va appeler ça un chapeau de Deer Boy. Je l'ai trouvé vraiment bonne, alors ça va être mon chapeau de Deer Boy. Puis l'autre affaire, si hier, j'ai eu une personne. Je le sais qu'il faut pas s'arrêter sur le commentaire d'un, blablabla, blablabla. Mais s'il y en a un, il y en a peut-être 10 qui ont pensé à ça. Pourquoi tu mets un chapeau de cowboy? On aime mieux qu'une casquette parce que là, ça fait prétentieux avec ton chapeau de combat. Hey, Chris, franchement, là. Depuis le temps là, que j'étais avec vous autres à tous les matins, là, pensez-vous que c'est un chapeau qui va changer la façon que je suis, la façon. Je trouve ça, je trouve que c'est nice, OK? Puis, c'est sûr qu'on s'arrête tout le temps le commentaire négatif, parce que j'ai eu peut-être 10 personnes qui m'ont dit mais tu commences à porter ça, tu vas comprendre bien des affaires. Tu vas comprendre l'utilité d'un chapeau comme ça pour un gars qui est souvent en plein air. Quand il pleut, l'autre tombe pas dans le cou. Quand il fait chaud, ça empêche de pogner un coup de soleil. Dans le coup, il dit, ces chapeaux-là, ça n'a pas été inventé juste pour se promener dans un club. Ça a été inventé parce que les gars en avaient besoin. Puis c'est ça que ça prenait. Puis c'est pour ça que ça a été fait, ces chapeaux-là. Il dit, même si tu utilises ça, tu vas comprendre bien les utilités à ça. Fait que c'est sûr que, c'est pas pendant combien de temps je vais le porter, là. Mais c'est sûr, je me promets bien de l'essayer pour voir si c'est vrai la différence. Tu sais, celui-là, il est fait pour l'été, mais l'autre que j'ai, il est fait pour l'hiver. Puis les commentaires de tous ceux qui m'ont écrit, ils ont dit Stéphane, tu vas capoter parce que c'est chaud l'hiver, c'est pratique. Alors, pour celui qui me dit que ça faisait OK, regarde, si ça me tente de mettre un chapeau, franchement, là, on s'en va où, c'ti. Sur ce, beaucoup de. Hey, faut que je vous dise de quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, là. Tu sais, oui, je me débrouille pas avec les médias sociaux, mais un matin, mon téléphone, je me suis endormi sur le divan hier parce que, bon, j'étais fatigué, vous savez, avec la route qu'on a faite, blablabla. Puis, un matin, je prends ma tablette à la place de prendre mon téléphone parce que mon téléphone est après chargé. M'en va sur Messenger. Ah, je dois avoir 100 messages qui ont popé que je ne vous ai pas répondu. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent parce que moi, dans ma tête, tout était à jour, tout était fait. Bon matin, mademoiselle. Allô? Ouais. Puis je m'excuse, là, il y en a que j'ai répondu, j'écoute, je viens de voir ton message. Donc, je m'excuse à ceux que j'ai pas été capable de répondre parce que je me fais un devoir, vraiment un devoir de vous répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Alors là, je vais passer à travers ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça doit être un setting dans mon téléphone, je sais pas trop. Mais là, j'essaie. Mais là, tu sais, si tu me demandes à matin, j'ai un box sur mes grattages, qu'est-ce que je fais? Je manque à la chasse, là. Je m'excuse, là. Mais en tout cas, je vais quand même tout vous répondre puis aller essayer, si c'est des questions pertinentes, de vous y répondre, de vous aider dans les questions que vous faites sur Messenger. Puis quand ça. J'en ai là 3-4 relances, je les avais même pas vues. Fait que faut que vous compreniez, par exemple, que j'en reçois en moyenne 150 par jour. OK? Puis ça, souvent, c'est par compte. Fait que, tu sais, ça roule à peu près dans 200-250 messengers par jour que j'essaie. Des fois, c'est pas grand-chose, 5 thumbs up, mais il y en a d'autres, des fois, c'est des vraies questions. Alors, j'essaie de faire de mon best, comme on dit par chez nous avec ça. Puis, dans tout ce que j'ai reçu, ben, il n'y a pas personne qui est... En tout cas, j'ai pas reçu de message de bêtises, il n'y a pas de frustration. Vous comprenez que I do my best. So, on y va comme ça. Après ça, je vous ai parlé de ça. Hey, on a un méchant live avec Chasse et Pêche 2.0 jeudi soir je pense que c'est 7h30. OK, c'est 7h, 7h30, en tout cas, vous irez voir. Tu sais, quand on vous dit, je suis content parce que Serge embarque dans la vague de mettre de la pression pour pouvoir changer les lois, changer la gestion qu'on a au Québec sur nos gibiers. Alors, ça va être... puis c'est du sérieux parce que Luc Brodeur m'a parlé, puis j'ai eu David aussi qui m'a parlé, puis les gars ont dit il faut qu'on se fasse un meeting parce que vous êtes beaucoup à réagir à ça, vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'interrogations. Alors, je pense que ça va être le premier coup d'âche dans l'arbre pour pouvoir faire avancer les choses. Alors,
Manquez pas ça, je le dis vraiment, là, j'en parle, je vais être là aussi, c'est sûr, là. Mais je pense que ça va être de quoi qui va starter à patente, puis on va... peut-être qu'il y en a qui ne passera pas un si beau Noël que ça avec tout ce qu'on est après faire et tout ce qu'on est après jaser. Alors, jeudi soir, 19h30, je suis à sa page 2.0, là. De toute façon, je l'ai mis sur ma page, là. Si vous allez avoir toute la ligne, comment est-ce que ça va être là. Puis, tu sais, j'ai lu... j'ai tombé sur... un matin, on va vous parler de New, là, parce qu'il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions sur le cerf-mulet. Puis j'ai tombé sur un article intéressant sur la gestion du cerf-mulet qui se fait « Hey, bye, bonne journée, je t'aime, attention à toi, sois prudent. » Ouais, OK. Il y en a qui... j'ai tombé sur un article intéressant sur la gestion du cerf-mulet dans l'Ouest. Ben, en fait, c'est pas dans l'Ouest, c'est à travers l'Amérique. Le cerf-mulet, il a son habitat bien à lui qui est caractéristique par les plaines de l'Ouest, par les montagnes de l'Ouest. C'est un chevreuil migratoire. Ça veut dire que c'est un chevreuil qui ne reste pas normalement à la même place. Il bouge beaucoup. Le chevreuil que tu as vu une journée, ça ne veut pas dire que le lendemain il va être là. Et les biologistes, en 1990, la majorité des biologistes de la grandeur de l'Amérique se posaient des questions. Ils pensaient que les troupeaux de cerf-mulet étaient en déclin complètement. Et il y a eu une large étude qui a été faite et une large collaboration à travers tous les biologistes à travers l'Amérique. Et effectivement, il y a eu des baisses, il y a eu des montées, il y a eu un paquet d'affaires qui a fait des changements. Ce qui a fait que la majorité du troupeau est comme après se régénérer, ça a été les maladies. Le CWD, la maladie débilitante chronique, le Blue Tongue aussi est arrivé là-dedans. Puis quand tu passes à travers tout cet article-là, puis que tu arrives en conclusion en bas, ben des gros États comme le Colorado, le Wyoming, le Montana, beaucoup de chevreuils sont en déclin, mais d'autres sont en pleine montée, puis d'autres ils sont stables. Alors, si tu regardes globalement, ça va pas mal. C'est juste l'habitat qui change, la pression de chasse, la prédation. Il y a 1000 affaires qui font qu'un troupeau est en fluctuation. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils les suivent et qu'ils prennent des décisions, non pas aux 7 ans, mais à tous les années. Ça vous sonne une cloche, ça? Fait que c'est bien intéressant sur ce genre de façon-là de faire. Es-tu correct? Oui. OK. Sur cette façon-là de voir la gestion du cerf-mulet, puis comment est-ce qu'il est rendu, puis où est-ce que ça s'en va. Je me suis fait poser comme question, Stéphane, t'en as-tu un gros, mais pourquoi que ton boc, tu dis que c'est un trophée par rapport à n'importe quelle autre mule que tu aurais pu récolter? Là, je vais me reculer un peu. N'importe quelle espèce qui est mesurée au Boone & Crockett, OK, a des caractéristiques importantes qui fait que plus que le panache va aller chercher ces caractéristiques-là, plus que tu vas gagner en points, donc il va se standardiser dans la façon que les... de qu'est-ce qu'il demande en fin de compte comme grosseur de panache. Si on regarde un cerf-mulet, ce qui est caractéristique d'un cerf-mulet, c'est que la G2, OK, la G1, la G2, la G3, ça c'est chaque partie du panache, comme pour le cerf de Virginie, est définie, OK, dans le système de mesure. Fait que tu as le main beam, le merin principal, tu as les pointes, puis après ça, tu as la circonférence, puis après ça, tu as la largeur. OK? Ce qui est caractéristique d'un cerf-mulet, c'est que la G2 va tout le temps avoir un split en haut. OK? Donc, dans le panache que moi j'ai récolté, que j'ai été chanceux de récolter, c'est que les deux G1, les deux G2, ils ont le fameux split, bien caractéristique du cerf-mulet. Ensuite de ça, ben, c'est un 5 par 5, parce que si une pointe a plus que 1 pouce, elle devient une pointe. Alors, j'ai la G3 ici qui est excessivement rare. Normalement, il n'y en a pas. OK? C'est comme ça, mieux. Il n'y a pas cette pointe-là. OK? Mais que là, qu'il y a une pointe qui s'est rajoutée, c'est excessivement rare. Et en plus, je l'ai de l'autre côté. Elle n'est pas aussi longue, mais elle a son 1 pouce. Alors, ça fait que le panache est symétrique. On ne rentrera pas trop dans les détails, là, mais le panache est quand même exceptionnel parce que là, eux autres, le vocabulaire des chasseurs de cerf-mulet, c'est qu'ils vont y aller par côté. Ce qu'on appelle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un 5 par 5. OK? Et l'autre affaire qui est vraiment caractéristique de ce panache-là, c'est les G1. Parce que dans les G1, normalement, un cerf-mulet n'en a pas. Donc, il n'y a pas cette pointe-là, puis il n'y a pas cette pointe-là. C'est ce qui fait que ce panache-là est vraiment exceptionnel dans la façon qui est faite. Que ce soit un 5 par 5 cerf-mulet
avec le split, avec les G1. Et aussi, il y a la masse. Il y a une très, très belle masse, là, ce chevreuil-là. OK? Mais une autre affaire qui est caractéristique, c'est la largeur. Celui-là, il n'est pas tellement large. On s'entend, là. OK? Quand même pas pire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que normalement, un serre-mulet peut être beaucoup plus large. Mais ce qui en fait les caractéristiques exceptionnelles de ce panache-là, c'est vraiment les 5 pointes, les G1, parce que les G1 sont là, la masse, puis il est quand même assez large. Je ne l'ai pas mesuré encore. Ça ne veut pas dire que c'est un record du monde, là, mais par la perfection du panache, avec toutes ces caractéristiques-là, c'est pour ça que c'est un trophée en soi. Je sais que ça ne se mange pas. Mais pour moi, c'est un maudit beau panache. C'est un maudit beau chevreuil qui va se ramasser sur mon mur de salon parce que le panache est exceptionnel dans tout ce que je viens de vous expliquer. J'ai eu, là je vous ai parlé du panache, je veux juste trouver c'est qui m'avait... la grosseur, c'est André. André E. C'est une dame qui m'a posé cette question-là. Pourquoi il était comme ça? J'ai Jean... Ah non, c'est pas celle-là. Là, je la trouve plus. Ah oui, si. J'ai Lynn Élise qui m'ont posé. C'est cool, c'est les filles qui me posent ces questions-là. Ça goûte quoi du mule? C'est un petit peu plus fort en goût. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, je reviens là-dessus. C'est une viande qui est très foncée, donc qui est très fort en fer. Et ça a un goût assez prononcé, OK, de viande sauvage. Puis, bon, il me semble que j'en ai parlé, en tout cas, nevermind, j'ai assez de sujets, je vous parle des fois là, que j'en oublie certains. Mais une affaire qui est intéressante, c'est que quand tu vas faire, mettons, une fondue chinoise à Noël, puis que tu emmènes cette viande-là, bien souvent, les gens vont y goûter parce qu'à cause de sa couleur, à cause de son goût, certains vont l'aimer, certains ne vont pas l'aimer, mais ça fait que ça fait une viande complètement différente dans les assiettes de viande sauvage quand on fait notre dégustation de fondue chinoise. Ça, c'est fait. Jean-Marc m'a demandé, Steph, faites quoi avec votre viande de l'Ouest quand vous revenez? Comment est-ce que ça marche? Bien, la loi, ça nous prend un permis de transport. OK? Qui est donné, c'est ça ici. OK? C'est ça le permis de transport. Qui est donné par le pourvoyeur dans notre cas. Ou bien, si tu chasses dans le libre, il faut que tu ailles au bureau des agents de la fonte, puis ils vont t'en donner un. En Alberta, c'est bien fait. Le permis de transport, il est directement dans le livre de règlement. Tu fais que le remplir, puis tu le transportes avec ton gibier pour ça. La viande, elle, ben, dans notre cas, on le savait qu'on reviendrait. On était 3, nous autres, dans le truck. Fait que ça nous donnait la chance de revenir avec 6 chevreuils. On est revenu avec 5. 5 chevreuils, ça commence à être de la viande. Fait que pour réduire la place, ce qu'on a fait, c'est que quand on récolte, on enlève la peau tout de suite. Bon, on le cape, on l'arrange. Là. Mais la viande, on la laisse refroidir le plus vite possible. Puis, une fois qu'elle est refroidie, on va la désosser directement. Fait que la fesse, on va enlever l'os au complet dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait. Stéphane puis Bruno, ils n'ont pas fait ça parce qu'eux autres, il y avait de la place. Moi, je le savais que dans mon truck, je manquerais de place. Donc, j'ai enlevé les os. Fait que je me suis ramassé avec une fesse, mais pas d'os dedans, ce qui a réduit la grosseur de mes pièces de viande. La même chose pour l'épaule, les backstraps, les contrefilets, tout est enlevé. Puis après ça, les retailles, ben ça, c'est toute la viande qu'on a récupérée, qu'on met dans des sacs. Puis là, on met ça dans nos glacières, on les fait geler. Si on a la chance de les faire geler, puis ça dépend de la température, on les fait geler, après ça, on met ça dans les glacières, puis on descend ça ici. Puis là, ben, ce matin, Yann va aller chez mon boucher, va aller la porter, ils vont la faire dégeler. Puis là, une fois qu'elle va être dégelée, ben là, ils vont la procéder, puis ils vont la faire. Ah ouais, gelé, dégelé, c'est pas grave. Quand c'est en grosse pièce comme ça, il n'y a aucun problème pour faire ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu reviens par avion, je faisais la même chose. Je faisais geler ma viande, je mettais ça dans des glacières ou dans des bacs de plastique, bien enveloppés. J'enlevais les os, la même affaire. Tu mets ça sur le cargo, tu arrives au cargo, tu as une boîte, tu as un bac envoyé. Il y a un certain poids, je me souviens plus des poids, ça fait longtemps que je n'ai pas flyé là, avec ma viande. Il faut que tu vérifies le poids de ton cargo maximum de ta boîte. Puis là, ben, tu mets ça sur le cargo. Naturellement, c'est des coûts, mais tu vas envoyer ça par avion, puis tu vas faire revenir ça par avion. Puis tu ramènes ta viande la même affaire. Il y en a qui décident de ne pas la ramener. Ben, comme nous autres, on a chasseurs généreux, ben, dans l'Ouest, ils ont le même système de viande que tu peux donner à des organismes. Alors, cette viande-là va être donnée à des organismes. C'est très apprécié dans ce temps-là. Puis, ça fait longtemps, là, mais je me souviens que j'allais en Saskatchewan, puis ils appelaient ça des meat tags que les résidents pouvaient aller chercher pour ramasser de la viande, pour donner à des banques, à des organismes dans le besoin. C'était les chasseurs qui faisaient ça. Puis, ils étaient capables de réduire ainsi puis de contrôler les cheptels. On est loin du Québec en esti, là. Hein? Fait que c'est à peu près ça.
Fait que c'est un peu ça, là, j'ai fait le tour du Saint-Mulet un peu. Là. S'il y en a qui ont des questions, ben, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, deuxième opération, ben, ça va être de prendre tout ça. Quand tu vas dans l'Ouest, les permis, tu as 3 permis. Tu en as un pour les cornes, tu en as un pour la peau, puis tu en as un pour la viande. Fait qu'il faut qu'il soit appliqué sur tes 3 morceaux, sur tes 3 affaires, sur tes 3 parties de gibier. Puis après ça, ben, tu vas porter ça chez le boucher. Comme là, moi, je vais parler à Steve Lantier, je vais porter mon mule, je fais monter mon mule. Fait que je vais faire ma tête, puis ça va être envoyé là-bas. Fait que ça, c'est fait. Hey, ça, j'ai trouvé ça bon, cette question-là. Marc m'a demandé, les salines d'hiver, c'est-tu bon, c'est-tu bon? Pourquoi qu'on ferait ça? Puis qu'est-ce que ça donne? Ce qu'on s'est aperçu, c'est que là, surtout là, il n'y a pas beaucoup de neige, OK? À part, je pense, Murdochville a bien de la neige, puis les Monts-Valin ont commencé à avoir bien de la neige. Mais là, ça s'extensionne. L'hiver prend un peu de temps à arriver, et ça, c'est excellent pour les cervidés. Que ce soit pour l'orignal, que ce soit pour le chevreuil. Puis après la saison du rut, ils ont besoin de minéraux. Alors souvent, ils vont aller sur vos salines que vous aviez faites au printemps, que vous avez délaissées à l'automne, et ils vont aller dessus parce qu'ils en ont besoin. Alors c'est pour ça que depuis à peu près, moi ça fait à peu près 5 ans que je fais ça, on réactive nos salines à l'automne après la chasse. Fait que c'est pour ça que c'est bon. C'est que ta saline, elle va être là tout l'hiver, puis vous remarquerez, les poteaux, les fameux poteaux Vitalmix, c'est de là que ça vient cette idée-là. Il y avait trop de neige. En tout cas, pour faire une histoire courte, quand on faisait les tests de Vitalmix, on n'avait pas pensé à la neige. Fait qu'on arrivait en skidoo, on coupait nos arbres à 4 pieds, comme on fait d'habitude. On mettait nos blocs de sel, faisait nos tests. Puis quand ça a fondu, s'il y avait de la neige, on regardait les poteaux, s'il n'y a pas un orignal qui va là-dessus ou un chevreuil. Bien, effectivement, c'est de là que ça a parti, cette façon-là de faire les salines, parce qu'on s'est aperçu qu'avec la longueur du poteau, avec le bloc qui fondait, plus tous les minéraux de Vitalmix qui étaient dessus, ben l'arbre se gorgeait de ça au lieu d'avoir juste une souche comme ça. On avait une souche de 6-8 pieds, puis que là, ça donnait l'efficacité de ça. Puis après ça, ben, le raffinement de ces salines-là ont été fait en faisant les trous, que là, quand ça coule, ça rentre dans les trous. Là, l'arbre devient un suçon directement de Vitalmix, puis c'est là que ça donnait de l'efficacité à vos salines. C'est pour ça que là, on fait des salines d'hiver maintenant. On va les appeler comme ça. Ou des salines d'automne, que là, on va continuer à continuer notre aménagement, puis puis je vous le dis, là, ça colle, c'est effrayant comment est-ce qu'ils vont tuer à ce temps-ci. Puis dans l'Ouest, on a fait les mêmes tests, puis on s'est aperçu que même pendant le rut, les chevreuils venaient coller sur les salines. Le gros boc que Yann... en vérité, je ne sais pas s'ils vont licher ou c'est l'odeur qui les a attirés, parce que pendant qu'on chassait, on avait des aménagements qu'on faisait. Puis on s'est aperçu qu'aussitôt qu'on faisait une saline d'hiver sur les territoires là-bas, 24 heures après, il y avait un chevreuil qui venait boire. Puis souvent, c'était des bocs. C'est cette odeur-là, le travail qu'on a fait qui les attirait, je ne le sais pas, mais on s'est aperçu que 24 heures après, on avait. Puis dans le secteur, ça restait bon. Donc, c'est des tests qu'on va continuer, qu'on va voir, qu'on va essayer. L'année prochaine, je me promets bien, pendant la chasse au chevreuil, d'en faire, de mettre des caméras puis de voir la différence. Mais tu sais, tout ça, c'est en pleine ébullition, je vais vous dire ça comme ça. On est après faire les tests, on est après regarder, on ne le savait pas. Tu sais, pour les salines d'automne, on le savait que c'était bon. Puis, les premières fois qu'on a fait ces fameuses salines-là, c'est parce qu'on se disait, tu sors de ton territoire, mettons, tu es à, peu importe ce que tu vas à l'orignal, mais mettons, tu es à 6-8 heures de chez vous. Au printemps, des fois, c'est pas facile d'aller relever d'aller réactiver nos salines. Le printemps de bonne heure, la neige à part tard, des fois dans les places éloignées, on n'est pas capable de se rendre, le sol est mou, c'est pas facile. Alors c'est pour ça qu'on avait commencé à faire des salines tard à l'automne, puis on se disait, au printemps, ils vont être déjà là, puis on pourra y aller au mois de juin, au mois de juillet, les réactiver, puis on verra ce que ça donnera. Mais là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'à cet instant, ben, ils vont tuer quand même, puis ça leur donne cet apport-là de plus. Puis là, c'est là que ça développe le territoire, ça les garde sur votre territoire. Pas dire qu'ils vont rester là dans le temps de la chasse, mais ça leur donne l'habitude de rester dans cet endroit-là, dans cet habitat-là, qui est bon pour eux autres, en fin de compte. Et voilà. J'ai eu un magasin qui est venu me donner des informations sur les cadeaux de Noël. Fait que s'il n'y en a pas, on va parler de ce magasin-là. C'est sûr que si je m'en vais en ville là, cette semaine, je vais arrêter chez Sage, je vais arrêter chez Canadian Tire, je vais arrêter chez Lamisport, m'aller faire le tour parce que je vais vous revenir avec de quoi, c'est sûr. Mais la balle est dans votre camp, là. Je vous le dis. Là. Je vais reparler avec le magasin qui m'a parlé, puis on va regarder. Je vais essayer qu'il m'envoie au moins des photos, que je vois qu'est-ce que c'est, pour vous donner une idée, ou même peut-être dire, fais-moi un envoi, puis je vais pouvoir en parler en live. Là. Mais la balle est dans votre camp, là, je vous l'offre. C'est ça le but. Sans ça, on va me démarrer, inquiétez-vous pas, on va vous en trouver des cadeaux de Noël.
Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait, la viande. Ah oui, hey, j'ai Stéphane Rossignol qui m'a demandé ça. Il dit, peux-tu même dire comment ça se fait qu'en Ontario, ils ont le droit de chasser le coyote à l'année, hostie, puis ici, au Québec, on peut pas? Ben, probablement que nos coyotes, nous autres, ici, ils n'aiment pas ça, je fais chasser à l'année. Il y a quelqu'un qui a décidé ça, puis c'est de la vermine. Puis ceux qui sont en amour avec les coyotes, là, moi, je suis pas en amour avec cet animal-là. Je respecte qu'il soit dans l'environnement, qui fait partie de la chaîne, qui fait partie de la nature. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais s'il y a un animal qui m'a causé du problème depuis toujours, c'est ce style de bébête-là. Puis il faut penser à une affaire, OK, c'était pas ici avant. C'était le loup qui était ici avant. Puis les changements climatiques ont fait que le coyote a monté, puis c'est pour ça, bien souvent, qu'on a de la misère avec certains gibiers. OK? Fait que, probablement que les Ontariens ont compris de quoi que nous autres, on n'a pas compris, là. Technobiologiste ne le parle pas. C'est beau. Fonctionnaire. Hein? Je peux pas dire. Je peux pas dire. Je peux pas rien dire là-dessus. Un silence vaut 1000 mots, là, ben, t'en as 1000 là, qui vient d'arriver. Asti. Fait que c'était l'ongeance de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Hier, écoute, vous avez apprécié de la façon le Chevreuil 2.0. Vous avez été une nastique de gang à m'envoyer des commentaires là-dessus. Cette façon de voir la gestion plus avancée du Chevreuil, comment est-ce que c'est? Ce matin, la question du jour, ben, ça revient un peu à ce que je vous ai parlé ce matin là, sur le live qu'on va avoir avec Serge cette semaine. Là, Martin, je pense que Martin Peterson va être là. Luc Brodeur aussi, en tout cas. On va être une couple de crinqués de chevreuil qui va parler de comment est-ce qu'on voit la gestion, puis comment est-ce que ça devrait être fait, puis qu'il va y avoir peut-être un peu de pression qui va se mettre là. La question du jour, ça va être... puis je vous le dis là sur mes pages, là, on les contrôle, OK? S'il y a des personnes qui sont pas polies, qui sont pas respectueux, pas trop long, vous débarquez, OK? Puis la question du jour va amener un peu à ça. On laisse-tu la gestion comme un loup? La loi du mâle, le boc là, depuis 1970 qui est là, on laisse ça aller. On laisse ça de même. Ou bien vous êtes pour un changement. Peu importe le changement, êtes-vous pour un changement de gestion? Êtes-vous prêt à innover? On est-tu prêt à innover dans la gestion? On laisse ça de même ou on innove? Puis ceux qui vont venir, vous le savez, vous connaissez ma position, là, mais ceux qui vont dire, moi j'aimerais mieux que ça reste de même, on va respecter ça. Cassez-vous pas la tête, là. Puis s'il y a un cabochon qui vient dire de quoi, de pas poli, on va s'en occuper. Mais j'aimerais ça vous entendre. Je le sais qu'il y en a beaucoup, souvent c'est la majorité parce que c'est souvent ceux qui sont révoltés qui se prononcent le plus souvent. Mais ceux qui regardent ça et qui font « Ah, moi j'aimerais mieux que ça reste de même », j'aimerais ça le savoir. Je veux juste voir les proportions, comment est-ce que c'est. Puis inquiétez-vous pas, il n'y aura pas... on respecte ça là. Mais on laisse-tu la gestion comme un là? Ou bien on est prêt à l'innovation? C'est ça la question du jour. On innove ou on laisse ça de même? Donc, likez, partagez, invitez et surtout, commentez, c'est important. Likez là, direct ici en bas. Puis, je vous le dis, c'est vous autres qui faites la différence. Plus que vous êtes actifs sur les shows comme le mien, comme les shows de Serge, comme n'importe qui, plus que nos dirigeants vont nous écouter. Puis c'est vous autres qui allez faire la différence. Nous autres, on est juste le fil communicateur entre vous autres puis ceux qui prennent des décisions. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.